Mais nous allons faire simple, procéder par des échanges avec vous, dans le but de vous partager nos différentes expériences dans ce que nous avons pu réaliser. Nous ne sommes pas dans un cadre de cours ou dans le cadre d'une prédication, non plus dans le cadre de l'apprentissage. Mais nous sommes dans le cadre d'un accompagnement, d'un coaching, et vous dire un peu comment nous avons réussi à réaliser l'œuvre d'une vie pour ce qui me concerne, qui est la société Younous. Je vais dans le cadre du sujet qui nous amène aujourd'hui, qui est le management stratégique pour les acteurs innovants. Dans le management stratégique pour les acteurs innovants, vous avez la partie management, qui est l'organisation des ressources mises à disposition d'un dirigeant. Vous avez une stratégie qui permet d'élaborer des schémas ou les voies qui permettront de réaliser sa vision. Et les startups, en général, sont des sociétés naissantes. Lorsque vous avez un projet et vous voulez créer une société, généralement, ce sont des startups qui sont naissantes. Innovantes parce qu'il faut apporter une touche d'innovation par rapport à ce qui existait. Donc, dans toute cette phase, je vais pouvoir échanger avec vous un peu comment est-ce que nous avons réussi à mettre en place la société Younous, la vision Younous. Et ça va me permettre d'aborder avec vous dans le sujet la notion de vision, la mobilisation des ressources financières, notamment qui sont nécessaires pour financer son activité ou son initiative entrepreneuriale, le choix des partenaires, notamment, on ne travaille pas seul. Et j'ai dit hier au journal de l'État que la vision et le travail en équipe étaient les maîtres mots pour la réussite d'une entreprise en général. Donc nous allons tout partir de la vision, voir comment mobiliser les ressources financières, voir comment choisir son équipe et de voir comment on adapte au marché, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir les clients, les personnes susceptibles d'acheter votre produit ou votre service dans le but de faire pérenniser votre activité. Donc, je vous donnerai pas le parcours que nous avons pu à Younous, certains éléments de notre expérience qui ne sont pas en réalité des leçons, ni des recettes de ce qu'il faut faire. On n'a pas de recettes du tout. Mais on a des choses qu'on a expérimentées parce que notre mode d'intervention est ce qu'on appelle l'effectuation. L'effectuation, c'est cette façon d'aborder l'entreprise, cette façon de mettre en place une idée créative sans pour autant se lancer dans les planifications classiques. Dans notre modèle, nous nous alignons pas sur les business plans, parce que les business plans ont été créés pour les sociétés existantes. Donc, ils doivent planifier dans le temps un ensemble de ressources. Mais lorsque vous créez une nouvelle société, ou vous mettez sur le marché une nouvelle valeur, il est difficile de vous faire la prévision de la planification. Et il y a une autre méthode qui procède par les essais, qu'on appelle généralement de l'effectuation. Alors, pour ce qui est de Younous, pour certains, vous l'observez sur les affiches, Younous est une start-up qui est devenue une scale-up. On verra peut-être des différences. Qui aujourd'hui a une valorisation de 35 milliards de francs CFA au bout de 3 ans d'existence. Et comment on est arrivé là? Alors en 2011, je venais de lancer un projet de création de réseau de stations-service où j'ai pu, avec mon équipe, bénéficier d'un agrément de l'État du Cameroun pour distribuer des produits pétroliers. Cette société s'appelle Netpetrol SA, basée à Douala. La vocation pour une telle entreprise, c'était de distribuer des produits pétroliers à travers les stations-service. J'étais cofondateur et lorsque ceux qui ont eu l'idée, parce que l'idée en réalité ne venait pas de moi à ce moment-là, ceux qui ont eu l'idée de mettre en place les stations-service, parce que moi je venais de l'industrie des télécoms, moi je n'étais pas vraiment un pétrolier à ce moment-là. Donc j'ai dû faire des formations complémentaires, me former, étant déjà aussi un économiste à la base, pour m'habituer à l'économie pétrolière. Donc, mon rôle était de mettre en place cette société. Nous avons pu avoir l'agrément en février 2012, finalement, de l'université en 2011. Et il fallait donc distribuer les produits pétroliers. En ce moment-là, l'agrément nous exige d'avoir au moins une station-service. Nous avons pu louer, entre guillemets, une station-service existante dans la ville de Bana, je crois que c'est dans le programme de Bafan, à une enseigne mobile pour que la Sonara puisse commencer à nous livrer des produits. Nous avons
fonctionner avec cette station-service. Nous avons acquis une autre station-service à Bénou, ça s'appelle de la ville de Gamina, et on avait 2 stations-service. Sauf que, au bout de 5 ans, l'État exige que vous ayez un réseau de 5 stations-service pour continuer d'exister. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc rechercher des investissements pour pouvoir mettre en place les 3 autres stations-service exigibles pour maintenir notre survie sur le marché. Malgré les garanties financières que nous avions, les garanties hypothécaires, les banques ont refusé de nous accompagner. Il y avait des syndicats du monde pétrolier, capis dans les internationales des indépendants, qui, ayant vu notre projet, n'ont pas favorisé l'acquisition des ressources financières. Les blocages étaient ailleurs, par contre, on n'avait pas la possibilité d'obtenir ces crédits. Alors, face à cette difficulté, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut baisser les bras? Est-ce qu'il faut se plaindre pour dire que bon, on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire? L'argent est là, certes, mais pourquoi? Ça, c'est la question à se poser. Il fallait à ce moment-là inventer des nouvelles stratégies. Alors, là est née une vision. Et je vous parle, c'est très important d'avoir la vision. Venant de l'industrie des télécoms, du numérique en général, je me suis dit, je vais donc distribuer les produits pétroliers d'une autre façon, la façon numérique. Je me suis inspiré de ce qu'on appelle les MVNO. Les MVNO dans le domaine des télécoms, c'est des réseaux virtuels mobiles. C'est-à-dire, vous avez vu l'exemple par exemple de cette télécom de Samuel Eto'o à l'époque. Donc vous avez d'autres réseaux d'opérateurs, mais vous n'avez pas des BTS, c'est-à-dire des pylônes. Vous n'avez pas un réseau physique réel. Vous faites un partenariat avec une société de télécom, le réseau télécom, qui a un réseau physique réel. Et en réalité, vous revendez les unités de cet opérateur. Vous êtes un MVNO. Pourquoi? Parce que vous avez vos propres plus, vous avez vos propres clients, vos propres cartes d'achat, crédit, et ainsi de suite, mais vous n'avez pas en réalité un réseau derrière. Et là, vous êtes un réseau virtuel. Alors je me suis dit, n'ayant pas de moyens de mettre en place une infrastructure physique, pourquoi pas profiter du numérique pour livrer le même produit que le carburant? J'ai donc imaginé une carte de carburant universelle que j'avais appelée NetCart. À quoi devait servir cette carte? J'ai pensé à un moment que si je pouvais compléter de la carte, mon travail devait être purement commercial. C'est-à-dire les cartes carburant comme les cartes de Total ou de Thales qui existaient à l'époque, il fallait que je trouve un moyen pour que ma carte soit utilisable dans toutes les stations-service du monde. C'est-à-dire que n'importe qui veut juste faire l'effort commercial de vous vendre sa carte carburant et vous allez consommer dans n'importe quelle station. À partir du moment où vous avez déjà cette vision de ce qu'il faut faire, il faut maintenant réunir toutes les ressources techniques, réglementaires, financières, pour pouvoir réaliser l'acquisition de cette carte. Voilà comment on commence à arriver le plus. Donc, dans les échanges, dans la recherche de ce qu'il fallait faire, il fallait déjà que je trouve un partenaire qui doit m'accompagner. Le premier partenaire que je rencontre à l'époque, c'est M. Nyodor de Tradex. Je vais dans la Tradex, on prend rendez-vous par des amis interposés. Je lui pose d'autres problèmes. Je dis, grand frère, où je suis là, les banques me bloquent pas. Mais j'ai un concept. Je vais être fournisseur de produits pétroliers virtuels. Donc, à la place des MVNO, j'ai créé ce qu'on appelle le PVNO. Pétrole Virtual Network Operator. C'est-à-dire, toutes les stations-service sont les miennes, sans ce que je sois le propriétaire. Donc, il était une question que ces stations soient connectées à ma carte. Donc, il y a toute une infrastructure technologique à déployer. Il a décidé le projet. On a fait la première réunion avec tout le staff. C'était génial. On avait trouvé même de mon nom pour baptiser la carte. Sauf que 2 semaines plus tard, il m'appelle. Il dit, veuillez voir. Je lui ai mis une place. On n'était pas tellement à la fois. Je vais à son bureau. Et il dit, tu sais, tu es une personne intelligente, je t'aime bien, je te préfère vivant que de réaliser ce que tu as fait. Je suis sûr que tu as compris. Oublie le projet. Alors, ça, sortir du bureau était difficile pour moi. Parce que
suis très enchanté de voir quelqu'un qui va porter un projet aussi révolutionnaire pour qu'on ait une étape où tous les marketeurs vont pouvoir accepter ce cas soit valable. Nous, tout ce qu'on avait à faire dans les bureaux, c'est de fabriquer des cartes et de trouver des clients en entreprise, de vendre des cartes et qu'on puisse consommer dans n'importe quelle station-service. On faisait notre marche. Le principe était simple. Sur chaque litre de carburant, vous voyez en moyenne 30 francs pour le gasoil et 40 francs sur le super. C'est ça ce qu'on appelle la marge commerciale. Parce que 85% de la structure du prix de l'essence appartient à l'État en termes de taxes. Parce que le carburant, c'est pour l'État. Les marketeurs, ceux qui vendent les produits, en réalité, ils ont un agrément de l'État. C'est l'État qui leur donne la possibilité de vendre tout son compte. Le pétrole appartient à l'État. C'est pour ça que si vous avez votre société de pétrole privée et que vous retrouvez de l'argent, c'est un instrument public. C'est là que le pétrole appartient à l'État en ce moment. C'était très difficile, mais chaque jeune, on n'a pas baissé les bras. Il fallait trouver un autre moyen d'agir. Dieu aussi avait fait qu'à l'époque, je pense qu'en 2005, quand je faisais la connaissance de Pierre-François, qui est mon mentor dans le domaine des télécoms, qui me découvre alors que je suis au Sénégal. Et grâce à lui, j'ai fait mon premier stage en Suisse auprès des MNC lorsqu'on lançait les portails bas. On a fait en 2006 sur Orange ici, c'était avec Pierre-François. Et j'ai découvert beaucoup de choses dans le domaine des bases. Chemin faisant, il met en connexion avec Youssef, qui était sur un projet Youssef qui aujourd'hui est un de nos associés, et qui était dans le parcours de Supra-Import, qui développait justement cette genre de plateforme que je recherchais, de paiement et de collecter un réseau. Je discute avec lui et je lui présente mon projet. C'est comme ça qu'il met en place toute l'architecture technologique pour développer une plateforme permettant à tous les marketeurs de se connaître à partir d'accepter nos moyens de paiement pour que ça puisse fonctionner. Bien que je savais déjà qu'au Cameroun, le projet était mort parce que ça allait être difficile après de convaincre les autres partenaires. La seule personne qui pouvait convaincre les autres marketeurs, c'était le Sud-Est parce qu'il avait vraiment dans le domaine où des gens peuvent le suivre, mais moi, si c'était des trucs, les gens ne peuvent pas me suivre à ce moment-là. Vu mon âge, j'avais pas l'âge que j'avais maintenant, j'avais 40 ans, et c'était très très difficile. Lorsque les partenaires techniques en question m'ont donné le budget qu'il fallait mobiliser pour réaliser une telle plateforme, avant d'aller vers les aspects réglementaires, je vous parle, on est en 2013-2014 par là, ce n'était pas facile. Vraiment pas facile. Alors, je me suis dit, comment faire pour générer des fonds pour pouvoir réaliser ce rêve, c'est-à-dire être distributeur de produits pétroliers virtuels. Qu'est-ce qui me met dans l'esprit pour pouvoir le faire? Je dis, supposons même que la carte existe aujourd'hui. Il faut vendre la carte pour que les personnes, les entreprises puissent acquérir ces cartes et consommer à la station, à n'importe quelle station, c'est-à-dire originale. Mais il y a des cartes qui existaient déjà, comme celle de Thales ou bien celle de Total, mais c'était des cartes en fait mono-enseignes, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans le réseau Total. Or, l'originalité que j'apportais, c'était des grandes carte multi-enseigne, vous pouvez consommer partout où vous trouvez. Parce qu'imaginez, vous trouvez une carte Total, vous êtes à un endroit où il y a une station de vous ne pouvez pas consommer. Donc il fallait donc que ce soit possible. Pourquoi les gens achèteraient ma carte en dehors de cette possibilité de passer un peu dans quelque chose de service? Est-ce que j'étais connu sur le marché? Non. Puisque quand les gens achètent des cartes, c'est du prépayé, c'est l'argent des gens pour consommer, pour conserver. Qui va nous faire confiance pour nous confier l'argent dans ce sens? Alors c'est bien compliqué. Il fallait donc que nous imaginions des services supplémentaires à mettre sur la carte. J'imagine en ce moment-là d'ajouter à la carte un service financier, notamment le service d'assurance. Tout porteur de carte devait bénéficier d'une assurance maladie. C'est la première idée qui vient en tête. Pourquoi? Parce que j'avais déjà le privilège d'avoir une formation en finance des marchés actuariels dans le domaine de l'économie que je vais faire. Donc je savais faire moi-même des calculations mensuelles pour voir comment est-ce que ça peut marcher. J'ai éprouvé ce modèle avec certaines compagnies et l'idée de mettre dans le service financier sur la carte est arrivée. Ça permet aux gens, même s'ils ne veulent pas acheter une carte d'or, cette carte devait l'intéresser pour l'assurance. En chemin faisant, on se rend compte que l'assurance ne va pas suffire parce que l'assurance est méconnue de tous. Très peu de personnes
ont une police d'assurance maladie ou en tout cas il y a un paradoxe dans les assurances. Vous allez voir, les cadres d'entreprise, les hauts fonctionnaires, toutes les personnes qui sont dans un emploi décent et dans un emploi rémunéré avec CNPSE ont la possibilité de se payer les soins dans les hôpitaux. La plupart, ils peuvent se payer les hôpitaux. Mais ce sont ces personnes qui sont assurées par l'entreprise. Voilà. Maintenant, les petites personnes qui sont dans la rue, pour nous nourrir, pour servir les femmes, n'ont pas d'assurance. Vous voyez pas le paradoxe? C'est bizarre. Ceux qui peuvent se payer des soins à l'hôpital ont des assurances. Mais ceux qui ne sont pas capables ne sont pas assurés. Ça veut dire qu'il y a une niche de population ayant le même besoin. Je commence à découvrir un potentiel marché des personnes vulnérables qui ne veulent pas accéder à des services financiers de base. Ça y va de l'assurance comme du microcrédit. Parce que ceux qui travaillent ont des salaires, ont la possibilité d'avoir du crédit, demander le crédit à leur banque ou même à leur patron, à leur société. Alors ils ont déjà des salaires, bien des barrières, bien vivre. Par contre, ceux-là qui n'ont rien du tout le matin n'ont pas la possibilité d'avoir du crédit, même de 1000 francs, pour soigner son enfant qui est à l'hôpital. Donc, la nécessité d'augmenter le pouvoir d'achat des personnes dans l'informal, les ramener à une certaine dignité. La notion sociale commence à nous envahir. On a dit, on va prendre du temps, on va vraiment prendre du temps pour enrichir ces cartes. La technologie évoluant, on dit qu'on est à l'ère du mobile. Le mobile est devenu presque le 5e membre de tout le monde parce que chacun ici, tout le monde est mobile. Vous avez les cartes membres du corps, plus au mobile, ça fait le 5e. Parfois, les gens sont prêts à laisser un membre naturel pour le mobile. Vous savez l'importance que ça va avoir. On s'est dit, ce mobile va devenir, pour tous les êtres humains, l'outil le plus commun, avec lequel on passe le plus de temps. Donc, il va servir aussi de plateforme de service. Tout ce qu'on va vouloir faire, ça sera partir sur mobile. On avait réfléchi pour ça, à ce moment-là. Et donc, les partenaires techniques nous donnent l'idée de développer carrément une plateforme mobile. La carte devait juste être un accessoire pour pouvoir accéder à ces services. On se lance donc dans le développement de plateformes des services financiers mobiles qui vont intégrer l'assurance, le microcrédit et le paiement des biens et services. Dans les paiements de transactions classiques que vous connaissez, il y avait la forme la plus connue qui est Orange Money ou bien Momo, qui est sur le paiement de biens et services. Voilà comment est née l'idée de faire cette plateforme pour ajouter la carte dessus, pour ne pas rester uniquement sur la carte qui n'avait pas d'intérêt. Derrière ça, on a créé toute une autre panoplie de services. On s'est dit, ok, les gens ont besoin de téléphones mobiles, mais en Europe, où les gens ont plus de moyens, ont plus d'argent, ils prennent le téléphone à crédit. Ça veut dire qu'ils payent à temps payant avec plusieurs échéances. Qu'est-ce qui fait que nous, nous n'avons pas d'argent? On a la possibilité aussi de prendre le téléphone à crédit et payer aussi à temps payant. L'idée dans le Unistone est venue, et nous avons bien fait à la plateforme une solution permettant d'acquérir au téléphone avec un partenaire à Taïwan et de payer ce téléphone à temps payant. Mais on n'a pas les mêmes conditions à l'époque où tout le monde a une adresse, les gens sont connus, on peut identifier, le rembourser par, on va savoir comment on va pas savoir plus tard comment adapter donc ce service aux conditions dans lesquelles nous vivons. Parce que là, on a continué de travailler, on a essayé d'imaginer les scores de crédit. Un score, c'est une pondération, une valeur qu'on peut donner à une variable pour pouvoir la quantifier. Pour ceux qui font un peu de mathématiques de statistique. On a travaillé avec un partenaire qui nous a aidé à modéliser le comportement d'achat pour le remboursement des crédits des populations camerounaises. Il a passé 8 mois au Cameroun pour pouvoir faire cette analyse et de le consigner par l'intelligence artificielle au prochain tout dans la plateforme. On a donc densifié notre plateforme pour pouvoir offrir une panoplie de 10 services financiers aujourd'hui qui sont existants sur la plateforme Yunus. Mais ça ne s'est pas toujours appelé Yunus, parce que jusque-là, je vous ai mené comment est-ce qu'on a pu mettre en place un produit et ça répondait à quel besoin. Je n'ai pas encore parlé des aspects financiers. Ce qui est important, quand un enfant naît, le premier acte public qu'on fait, c'est le baptême. Baptême, c'est ça, on entend lui donner les noms.
parce que le baptême, par exemple, chez les musulmans, ça n'a pas la même valeur, situation chez les chrétiens. Les musulmans, quand on baptise un enfant, on lui attribue un nom. Comment on va l'appeler? Et comment on va l'appeler, ça va déterminer son destin. Parce que les noms ne sont pas au hasard. Il fallait donc trouver un nom, un logo, une marque de cette plateforme qu'on va créer. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment pour l'entrepreneur? Il faut aller chercher. Je commence par faire des formations sur Bandiwama. J'ai vu un peu comment Nokia, Coca-Cola, McDonald's, tous ces gens, pourquoi ils ont fait pour baptiser Coca-Cola, McDonald's, Nokia, Ericsson, tous ces noms. Quelle est la similitude? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Pourquoi c'est devenu ce que c'est aujourd'hui? Je dis, il fallait que je trouve dans un label dont l'appellation va correspondre à la marque. Un peu imitant Coca-Cola. C'est juste le Coca-Cola, le logo fait le nom. C'est un moment déterminant pour un entrepreneur. Parce qu'il faut qu'il soit capable d'aller au fond de lui, trouver l'inspiration nécessaire. Et vous avez deux façons de vous inscrire. Il y a ce qu'on appelle la sérendipité. Il faut l'utiliser en ce moment. La sérendipité vous permet de remettre tout en question. Vous remettez tout en question. Vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire qui n'est pas commun? Ça, je suis vraiment dans un environnement bien précis. Alors, je vais vers des sources d'inspiration. Étant quelqu'un de très spirituel, je dis, une tâche créative ne vient que de Dieu. Appelez-le comme vous voulez, grand architecte, Allah, Dieu, Jéhovah, et tout. Ça vient de cette source éternelle qui est la cause de notre existence. Donc, je me suis entré dans cette vocation spirituelle et je me suis inspiré de la Bible, d'un personnage particulier qui s'appelle Jonas. Jonas est celui-là à qui Dieu a chargé pour mission d'aller à Ninive. Ninive, c'est une ville de l'Irak actuel. Ninive était habitée par des Assyriens. Et les Assyriens, vous savez, les guerres avec les Israélites, tout le temps ils traversaient pour venir menacer les Israélites et tout. Et Jonas était donc un Israélite qui était menacé, sa famille était menacée tout le temps par les Assyriens. Mais c'est à lui que Dieu confie la mission. Va prévenir ces gens de Ninive d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire de mauvais, sinon je vais frapper fort. Quand Jonas entend ça, il est plutôt content. Il dit, mais attends, comment ces gars qui menacent ma famille, toi tu dis que tu es notre Dieu, tu es Dieu d'Israël. Tu me dis, pourquoi tu les sauves, Jean? C'est pas bon. Il dit, je ne veux pas. Alors, je ne veux pas dire que Dieu s'est fâché parce que un être parfait ne se fâche pas. La fâcherie, c'est humain, ça nous appartient. Alors, il utilise les canaux qu'il a utilisés. Dieu fait avaler Jonas par un poisson. La légende dit que le poisson c'était une baleine. Jonas fait 3 jours dans le ventre du poisson. Il finit par se confesser, c'est-à-dire accepter d'aller faire la mission, et la baleine vomit Jonas au bord de la plage. Ce n'est pas d'égalité de cœur, il ne veut vraiment pas partir. Mais il réussit quand même à partir à Ninive. Passe dans la parole le message de Dieu, change de comportement, sinon vous serez frappé. Mais il sort de là, doucement il va à la montagne, étant certain que ces gens ne vont jamais changer. Donc il attendait le soir que Dieu frappe. Bizarrement, la population de Ninive change. En réalité, Jonas venait d'amener la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Puisque la bonne nouvelle, c'est celle-là qui libère, c'est celle-là qui sauve. Et pour ceux qui connaissent la langue de Dieu, la bonne nouvelle, c'est Youn, ta nouvelle. Et quand on dit Youn, ta bonne nouvelle est arrivée, vous êtes dans Younous. Or, Jonas, c'est en français, mais en arabe, ça s'appelle Younous. Donc, dans les langues hébraïques, Jonas signifie Younous. Et en camerounais, en langue de Cuba, c'est ta bonne nouvelle est arrivée. Donc, je venais là de trouver le nom de baptême d'un produit qui devait venir changer, je ne sais pas si le mot révolutionner, même si ça ressemble un peu à ça, changer les habitudes des pauvres. Nous devenons ainsi une société aporophore, c'est-à-dire qui est contre la pauvreté. Il fallait donc sortir la population camerounaise et par africaine
des meilleurs des aléas de la vie de tous les jours qui pèsent sur nous, parce qu'on vit dans l'incertitude, dans un environnement complexe, ambigu et incertain. Voilà comment est venu le nom de baptême Younous. Et nous avons décidé de le baptiser Younous. Pourquoi, quand vous voyez le logo de Younous, j'avais déjà le nom, composé de 5 lettres, comme les meilleurs dans le monde, il fallait trouver un logo qui apporte ce nom. Je rentre toujours dans ma sérendipité pour chercher l'inspiration. Et je me suis rendu compte que j'étais très passionné par les Indiens. Et que dans l'enfance, on m'avait donné un nom, le chef du dieu des Indiens, qui s'appelle Manitou. Le Manitou, c'est le dieu des Indiens. Ceux qui ont lu Black Laurent et tout ce genre à l'époque, bon, beaucoup ici n'étaient pas nés, mais Black Laurent était des bandes dessinées, il n'y avait pas encore des mangas et tout ça qu'ils ont vu. Et nous, on s'est inspiré de ça pour les policiers. Donc le Manitou est le dieu des Indiens. Les Indiens, généralement, les chefs portaient des plumes. Voilà, il y avait un plumage, ça s'appelait la quête de Younous. C'était un plumage, il y a donc des différentes couleurs. Les couleurs aussi, il y a une signification. Le bleu, le jaune, le vert, tout ça, il y a des significations particulières que ceux qui sont poussés un peu dans les études spirituelles très ésotériques comprendront en regardant le logo, l'image qu'il y a derrière les couleurs, qui sont les fondateurs et où est-ce qu'on va au-delà de ce que vous voyez. Ça, c'est très important. Voilà comment Younous est né. Et il fallait donc donner à Younous un espace d'existence. Un espace d'existence, c'est-à-dire de trouver un marché. Est-ce que nous avons des moyens de combattre Orange, de combattre MTN sur l'aspect financier? Non. S'ils savent même qu'on existe, ils vont se mettre en branle pour nous écraser. Donc comment faire pour qu'ils nous découvrent une fois dans leur chambre? Sans nous voir arriver. Alors je me suis inspiré donc de la technique d'effectuation dans la création des marchés. Il fallait donc que j'ai créé des communautés de personnes ayant un intérêt à ce que mon produit existe, parce que leur rendement un service n'avait pas l'habitude d'avoir. J'ai donc commencé à travailler avec des associations. Et la première fut celle des agriculteurs. Pourquoi? Parce que 65% de la population active est agricole, essentiellement agricole. On fait donc un premier contrat avec la Chambre d'agriculture de CAPEF. Ils sont 1 million d'adhérents. Il faut donc bancariser ces agriculteurs, leur apporter des solutions financières. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la plateforme de prestation de services, Younous étant un concept, apporte une ingénierie financière, c'est-à-dire construire ou tricoter la solution de financement d'une entité ou d'une personne sur la base de ce qu'il possède et de l'environnement où il se trouve. On parlera des financements personnalisés, spécifiques, qui fera notre marque de fabrique. On signe avec la CAPEF pour leur apporter ces solutions. Et d'association en association, l'association des Bayabzala, des motos d'Arcy et autres. Ça fait que aujourd'hui nous avons une communauté de près de 2 millions de personnes qui savent que Younous existe, qui savent que Younous peut faire ceci pour eux, et ainsi de suite. Que peut-être le grand public ne sait même pas encore. Et nous, on n'a pas intérêt à ce que le grand public s'acharne sur nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore la capacité de satisfaire le grand public au même sens que les autres. Donc il faut aller avec le concept progressivement, maîtriser sa clientèle avant de pouvoir l'élargir au grand public. Ça qui justifie donc le partenariat avec le ministère de la Jeunesse, le ministère des PME, le ministère des Postes et des Télécommunications. Donc tous ces partenariats que nous mettons en place, ça permet à ces groupes constitués de savoir qu'est-ce qu'on peut leur offrir en termes de solutions financières, des services financiers dont ils ont besoin pour pouvoir développer leur activité. Ça permet donc, en ce moment-là, la résilience des ménages, le renforcement des capacités de pouvoir d'achat des individus. Tout ça pour que les individus retrouvent une certaine dignité. C'est ça qui est important. On est une entreprise sociale. On ne s'est pas arrêté là. Vous voyez que la base étant les plus petits, j'ai omis exprès de sauter une étape importante qui était la rencontre que nous avons faite à l'époque aussi avec le fondateur de la grande banque, qui est la banque des pauvres, qui a été créée en 1976 au Bangladesh, qui s'appelle Younous Mohammad, qui a pris Nobel de la paix en 2006. Il y a un grand professeur d'économie. Lui aussi s'appelle Younous Mohammad. Mais c'était une coïncidence au niveau du nom. Je vous ai donné l'origine exacte. Donc tous ces facteurs mis ensemble rassuraient les fondateurs de Younous que nous étions sur la bonne voie. La bonne voie. Et on ne peut pas prétendre
servir une population si on n'a pas la bonne entente, la protection, l'accompagnement de ces gouvernants. Il fallait donc soigner nos relations avec les gouvernants pour leur montrer la pertinence de notre projet, la pertinence de nos solutions et la pertinence de l'accompagnement qu'on a donné de cela. Ça a permis qu'aujourd'hui, nous structurons des financements pour beaucoup de grands groupes. Là, je suis resté au niveau de la photo. Le deuxième volet de l'offre de valeur de Younous, c'est accompagner les États dans la levée des fonds sur des marchés de capitaux privés à l'international. C'est ce que nous faisons un peu partout dans le monde et qui nous permet de financer l'activité. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui qui voient Younous, qui ont vu Younous dans le temps, sont intéressées à apporter un peu de capital, un peu de ce qu'ils ont pour que l'entreprise puisse avoir le destin qui est le sien. Ces personnes ne sont pas animées par un souci de rentabilité, mais cette vision sociale, ce combat que nous portons, ces personnes se retrouvent dans ce combat et estiment qu'elles sont capables de mettre un excellent procès pour la réussite de ce combat. Voilà comment nous pouvons faire, nous faisons pour financer notre activité. Je vais donc, je sais que ça sera très long, nous sommes faire 2 mois, il y a 2 mois d'épisode mais je vous parlais d'un projet très important pour un entrepreneur, celui de choisir ses partenaires et peut-être son équipe. Très important pour l'accompagnement. Quand il a fallu donc chercher des partenaires, c'est-à-dire m'entourer des personnes, des associés qui vont être dans la société, ce n'est pas l'argent que je cherche en ce moment qui va mettre l'argent à un certain temps. Je voulais des personnes qui ont la même vision que moi. Chacun étant dans son activité, vivant de son activité, qui ne va pas dépendre de Younous pour vivre. Comme nous d'ailleurs, même d'ailleurs les employés. Donc, il a fallu bâtir une casting pour trouver ces genre de personnes. Et nous allons retrouver. Et Younous aujourd'hui, c'est 5 associés. 5 associés. Avec tout ce que vous pouvez voir les Younous, c'est 5 associés. 2 Camerounais, 3 Camerounais et un Anglais et un Français. Donc voilà comment est constitué l'actionnariat de Younous. Mais, ayant mis des holdings à l'étranger, nous avons eu des fonds maintenant d'investissement qui essaient de nous accompagner et nous apporter des ressources financières. Ce volet-là n'est pas l'objet de notre échange de ce matin, mais j'ai voulu vous conduire en partageant avec vous comment on est parti d'une difficulté pour arriver à quelque chose qui n'était même pas prévu. Je vous remercie les enfants et on va passer l'échange. Monsieur Denis Wanga pour cette belle présentation. So,